Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Étaline, le laboratoire d'innovation publique de l'État en région Pays de la Loire, porté par le préfet de région Pays de la Loire. Étaline, c'est quoi? C'est une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les services de l'État en région dans toutes leurs transformations, qu'elles soient numériques, managériales ou méthodologiques. Dans l'offre de services d'Étaline, nous nous apprêtons à lancer un incubateur de projets porté par les agents publics eux-mêmes, avec un objectif stimuler l'intrapreneuriat par les agents publics. Donc on cherche à encourager des porteurs de projets au sein des agents publics en prise avec les réalités, les problématiques de terrain. Et ensuite, l'équipe d'Étaline les accompagnera dans leurs projets. Pour nous inspirer aujourd'hui, on a souhaité recevoir 4 intervenants extérieurs avec des témoignages complémentaires. Donc, on a Ishan Bojvani qui est à distance, qui sera notre intervenant à distance, qui est co-animateur du programme Betagouv à la direction interministérielle du numérique. On a Vicky Pajon de Lemazur, qui est manager visibilité et accompagnement à la Banque de France Pays de la Loire. François Terrien, qui est responsable des services ressources informatiques et bâtis et intrapreneur du programme Disrupt Campus Nantes, nous apportera également son éclairage. Et enfin, nous avons Gérard Legrand, qui est responsable du LIP, le laboratoire d'innovation et prototypage à la SNCF, chez ISNCF, et qui va nous parler de son programme Panda. Voilà, donc merci à tous d'être présents. J'ai à côté de moi Grégory de l'agence Colson. On va co-animer tous les deux ce webinaire. Donc, on va vous proposer une première partie qui va être dédiée au retour d'expérience de nos 4 intervenants. Et ensuite, on va vous proposer un format un petit peu table ronde pour aller plus loin et prolonger les échanges. Donc, je vais commencer avec notre intervenant à distance parisien, Ishan Bojvani, donc comme je le disais, qui est co-animateur du programme Betagouv, et donc qui va nous parler de son expérience au sein de l'incubateur de services publics numériques qui est Betagouv. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran et donc je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Betagouv, qui est un programme interministériel animé au sein de la direction interministérielle du numérique. Donc la direction interministérielle du numérique qui est rattachée au ministère de la Transformation publique et qui a pour objectif d'accélérer et d'accompagner la transformation numérique des administrations publiques au sens large. Beta.gouv, c'est un programme qui existe depuis 2015, donc il y a bientôt 7 ans, et qui a pour objectif de lancer des services publics numériques, nativement numériques, qui de préférence ont un impact positif sur nos services publics et au bénéfice des citoyennes et des citoyens. Vous connaissez peut-être, donc là je suis sur le site de Betagouv, donc vous pouvez vous-même aller naviguer dessus et revoir un peu tout ce que je vous montre. Vous connaissez peut-être quelques-unes des réalisations qui sont sorties de ce programme. Vous avez par exemple data.gouv.fr qui est la plateforme nationale des données publiques qui a été conçue selon la méthode qu'on promeut dans ce programme, qui a été conçue en fait un tout petit peu avant la création de ce programme et qui est le premier produit qui a été conçu sous ce mode-là. Vous connaissez peut-être Démarche simplifiée, qui est le service qui permet de dématérialiser les démarches administratives en quelques minutes. Mais vous avez aujourd'hui une centaine de services numériques qui ont été conçus via le programme beta.gouv.fr. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est plus spécifiquement de la partie intrapreneuriat au sein du programme beta.gouv. Parce qu'on est convaincu au sein du programme Beta.gouv que l'expertise, la connaissance, elle vient des agents qui sont au plus près du terrain. Et donc, dans chacune des équipes qui opèrent chacun des services que je vous ai montrés tout à l'heure, vous avez quasiment systématiquement un ou plusieurs agents publics qui ont un rôle d'intrapreneur, qui assure à la fois l'expertise métier et qui à la fois
pilote l'équipe après une formation BetaGouv. L'équipe, elle est ensuite constituée de plusieurs types de compétences qu'on va récupérer souvent dans le secteur privé et qui vont travailler avec l'entrepreneur, dans l'équipe de l'entrepreneur, pour construire puis opérer les services numériques en question. Ce qui est assez important dans la manière dont on conçoit le programme, c'est qu'on a vraiment 3 principes qui sont des principes assez forts chez BetaGouv au sein de l'administration. Le premier, c'est qu'on met toujours les besoins des utilisatrices et des utilisateurs de nos services en priorité, notamment par rapport aux besoins de l'administration. Donc c'est quelque chose d'assez fort hein, quand on travaille avec les administrations publiques. C'est quelque chose que l'administration n'avait pas l'habitude de faire, une posture que l'administration n'avait pas forcément l'habitude d'avoir. Par ailleurs, on ne fait pas de cahier des charges. On n'a pas de plan précis de ce à quoi va ressembler le service numérique qu'on va développer. On a seulement un objectif d'impact. Par exemple, Démarche Simplifiée n'a jamais eu de feuille de route. C'est-à-dire que c'est l'équipe à qui on a fait confiance, et c'est le troisième principe de notre programme, qui a petit à petit fait évoluer le service en fonction des retours des utilisateurs pour faire ce que vous connaissez aujourd'hui comme un service de démarche simplifiée qui opère plusieurs millions de dossiers dématérialisés à ce jour. Et dans l'équipe de démarche simplifiée, comme dans la plupart de nos équipes, il y a des agents publics, en l'occurrence un agent public, Philippe Vrignot, qui porte l'équipe et qui est la meilleure personne pour à la fois porter l'équipe et déterminer sa stratégie. Dans ce programme d'entrepreneuriat, on essaye de trouver des agents publics qui expérimentent, qui connaissent le problème que l'on souhaite résoudre avec le service numérique. Et on les fait rentrer dans un programme d'entrepreneuriat qui peut durer de quelques semaines à plusieurs années si le service numérique est un succès. Par exemple, pour Démarche Simplifiée, ça fait quasiment 5 ans que le service existe et que l'agent en question travaille dessus. Et donc, tout le programme BetaGouv consiste à intégrer ces agents dans une communauté de pratique, dans un programme de construction de services numériques, puis dans un parcours qui leur permet d'être certifiés intrapreneurs et du numérique grâce à cette formation action en quelque sorte. Vous trouverez d'ailleurs sur le site internet toutes les informations qui vont bien sur la manière dont on forme les agents publics et puis vous trouverez également quelques témoignages d'agents publics. Donc ici on voit 2 agents du ministère de l'économie et une agente de Pôle emploi qui témoignent sur leur parcours d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, la BetaGouv, c'est une communauté qui a grossi de manière quasiment exponentielle. On est plus de 700 aujourd'hui. On compte là-dedans à la fois les agents publics, mais aussi toutes les personnes expertes du numérique qui contribuent au succès de nos services numériques. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 agents publics qui font partie du réseau BetaGouv. Et vous voyez sur la droite l'ensemble la répartition de cette communauté. Pour terminer ma petite présentation, je voulais vous donner 2 exemples de services numériques qui ont été portés par des agents publics sur le terrain et qu'on considère aujourd'hui comme des succès. Le premier, c'est le plus récent et pour l'instant, on pense qu'il est extrêmement prometteur. Ça sera probablement c'est un service à haut potentiel qui a des hautes probabilités de succès. C'est celui-ci, c'est Appilos. C'est un portail qui a été porté par une agente de préfecture. Il me semble que c'est dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est à vérifier, qui a identifié un problème dans la réalisation des conventions APL, des conventions pour les aides au logement, quand il s'agit de bailleurs sociaux qui doivent réaliser ces conventions pour les bénéficiaires, pour les habitants de logements sociaux. Cet agent public a présenté son idée il y a quasiment un an à la fabrique numérique du ministère de l'écologie, qui est l'incubateur du réseau BetaGouv du ministère de l'écologie. Et cette idée a séduit la direction générale qui porte cette politique publique, la DGALN. Et en quelques mois,
le service numérique a été lancé dans une version bêta, dans une version test. Et vous verrez que sur le site internet, vous avez d'ailleurs des statistiques, vous avez déjà des bailleurs sociaux qui utilisent le service pour simplifier le conventionnement APL et pour réduire le délai en fait avec lequel les habitants de ces logements sociaux reçoivent leurs APL. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer l'arrivée de la trésorerie pour ces populations qui en ont besoin, dans un contexte où on avait des délais qui se comptaient en mois auparavant. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est Histologe. Donc Histologe, c'est une plateforme qui a commencé dans l'agglomération de Pau. Donc pour le coup, c'est deux agents de la fonction publique territoriale qui ont proposé cette idée qui permet à n'importe quel habitant dans un logement de signaler son problème. Et aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique a été séduit par l'idée, a pris acte du fait que le service avait extrêmement bien marché dans l'agglomération de Pau. Et aujourd'hui a décidé de le déployer. Et donc, cette année, ce service sera déployé petit à petit par le ministère de la Transition écologique partout en France, avec un objectif national pour 2023. Donc, ce que vous voyez avec ces deux exemples, c'est que par un programme d'entrepreneuriat, on a réussi à sourcer des idées qui n'auraient peut-être pas été trouvées, qui n'auraient peut-être pas été élaborées par des personnes en haut de l'État. Donc, c'est des idées qui ont vraiment émergé du terrain et qui aujourd'hui ont un impact certain et de plus en plus et croissant. Et c'est vraiment là où on trouve l'intérêt de l'intrapreneuriat parce que ça nous permet vraiment de s'attaquer aux vrais problèmes que connaissent à la fois les agents de terrain et à la fois les citoyennes et les citoyens. Et désolé, j'ai été un petit peu long. Et donc, Parfait, merci beaucoup Hicham pour ton témoignage très inspirant. J'avais déjà une première question. Tu parlais d'histologie et de passage à l'échelle, de projets concrets. Quelles sont les clés selon toi d'un passage à l'échelle réussi? Alors, la manière dont on conçoit le passage à échelle, c'est que le conseil principal que je peux donner là-dessus, on a vu une centaine de services numériques passer et je pense que l'écueil principal à éviter dans le passage à l'échelle, c'est de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire de vouloir déployer au national avant d'avoir prouvé que le service numérique tel qu'il était en ligne, le service au sens large, hein, pas nécessairement numérique, arriver à répondre effectivement aux besoins des utilisateurs. Une fois qu'on a validé ça, c'est là où on peut commencer un déploiement progressif. Et la raison de tout ça, c'est que derrière tout service, numérique ou pas d'ailleurs, il y a une équipe. Et cette équipe, elle est capable de traiter un certain nombre de demandes. À partir d'un moment, le passage à échelle précipité peut réduire la qualité du service s'il n'a pas été préparé, si les process de l'équipe n'ont pas été mis en place, si les automatisations nécessaires à la gestion du passage à l'échelle ou à la gestion du support utilisateur n'ont pas été mises en place. Donc, mon premier conseil derrière le passage à l'échelle, c'est vraiment de s'assurer que le service a été testé en conditions réelles et a fonctionné en conditions réelles sur un périmètre restreint avant de penser à son déploiement. Ce que je dis souvent, c'est que on travaille pour l'État et l'État, il est responsable de services publics qui s'adressent parfois à des centaines de milliers, voire à des millions de personnes. C'est rare d'avoir un service qui s'adresse à des centaines de milliers ou à des millions de personnes qui soit parfait dès le premier jour. Et donc, ce qu'on préconise, c'est d'expérimenter sur un petit périmètre avant de déployer progressivement. Ok, merci beaucoup, très riche. Et moi, je me pose aussi une question par rapport à la hiérarchie des intrapreneurs, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je sais que chez Betagouv, vous préconisez du temps de détacher complètement l'intrapreneur à ses missions. Quels sont les arguments un peu chocs pour toi, pour la hiérarchie, pour donner envie de lâcher, on va dire, les intrapreneurs sur ce genre de mission? Alors, effectivement, nous, ce qu'on a constaté, c'est pas une recommandation en l'air. Ce qu'on a constaté, c'est que les services numériques qui ont vraiment fonctionné chez nous, c'est ceux qui ont
bénéficié d'une zone d'autonomie qui ont permis aux agents publics entrepreneurs de travailler sans subir en quelque sorte les process de l'administration classique, les circuits de validation habituels, les contraintes techniques habituelles, notamment en termes d'infrastructure, etc., etc. Et donc, ce qu'on a fait pour l'ensemble des services numériques que vous voyez en ligne, hein, comme DataGouv, comme Démarches Simplifiées, comme Pix, c'est que les premières années de développement ont été faites au sein d'incubateurs, d'espaces de liberté qui permettaient aux équipes de mettre en ligne plus vite, de tester plus vite et d'être beaucoup plus efficaces que dans les fonctionnements traditionnels. Enfin, pour convaincre une administration de détacher un agent et de lui faire confiance pour lancer son initiative. Il y a plusieurs arguments, mais le plus important, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le portefeuille des 150 services numériques qu'on accompagne chez DataGouv, il y en a très peu qui ont réussi sans cette condition d'entrée qui est un agent dédié quasiment à temps plein sur le sujet. Tout simplement parce que opérer un service numérique, c'est un vrai boulot. On pense que le numérique, ça permet d'avoir, enfin, c'est gérable avec peu d'êtres humains. C'est pas vrai. Et le deuxième argument qu'on utilise souvent, c'est que l'échec des services numériques, des logiciels informatiques de l'État ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des échecs, ça a été également dû au fait que la compétence technique, la compétence stratégique, la compétence en termes de déploiement et les connaissances liées aux services numériques ont souvent été externalisées, quasiment entièrement. Avoir au moins un agent public qui garde la connaissance au sein de l'État, au sein du service public, ça permet d'éviter souvent des problèmes qu'on peut connaître, que tout le monde connaît avec des sociétés de prestations. Ça permet également de garder les clés du camion au sein de l'État pour éviter les dérives. Donc c'est les deux arguments que je peux donner, hein. Le premier, c'est que quand on mobilise pas l'agent public qui connaît le métier, qui connaît le sujet, etc., au maximum, bah, en général, on a constaté que à un moment donné, le projet échouait. Et le deuxième argument, c'est que la compétence au sein de l'État, la formation des agents de l'État aux enjeux du numérique, aujourd'hui, on sait qu'elle devient fondamentale pour opérer nos services publics et pour administrer à l'ère du numérique. Merci pour ce précieux retour d'expérience. Je précise que voilà, nous, chez Étaline, on ne va pas faire un mini BetaGouv. Voilà, on aura aussi un incubateur pas que numérique non plus. Voilà, on va créer ça au fil de l'eau, mais l'objectif, c'était de s'inspirer aujourd'hui de ce qui fonctionne bien. Merci beaucoup, Hicham. Et de toute façon, on te redonne la parole, bien sûr, tout à l'heure pour la table ronde. Donc, je vais enchaîner du coup avec Vicky Pajon de Lémazur, qui, comme je disais, manager à la Banque de France et pilote du pôle régional visibilité accompagnement, qui va nous parler d'innovation, bien sûr, et de portage de projets dans une structure comme la Banque de France au Pays de la Loire. Merci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, manager à la Banque de France, donc une institution, là encore, une banque centrale avec des missions macroéconomiques, de stabilité financière, de stratégie monétaire, mais aussi qui déploie des missions de service public comme l'État auprès d'un certain nombre de publics, que ce soit les entreprises, les particuliers, les collectivités. Aujourd'hui, je suis là surtout pour partager une expérience d'intrapreneur, parce que certes, je suis manager, mais je suis finalement aussi un collaborateur de cette organisation avant tout, parmi ces 9000 personnes. Et donc, il m'a été donné l'occasion de pousser des idées à travers un lab qui existe à la Banque de France depuis 2017, qui régulièrement challenge finalement les équipes autour de sujets pour accompagner les directions générales
accompagner les directions métiers pour pouvoir effectivement challenger de nouvelles solutions innovantes pour des clients externes, mais aussi des clients internes. Et donc, à travers une plateforme qui s'appelle Innovon chez nous, régulièrement, des défis ou des challenges sont proposés. En 2018, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur un scénario fiction qui s'intéressait à un certain nombre d'experts chez nous. Et le scénario fiction était un scénario un peu catastrophe qui finalement s'est produit grâce au Covid, j'ai envie de dire. Donc, il était un peu précurseur peut-être de ce qui allait arriver. Et donc, en tant que collaboratrice engagée, moi, j'ai trouvé un vrai terrain de jeu pour pouvoir justement nourrir cette envie de défricher, d'explorer, d'instruire des cailloux dans la chaussure, d'aller dégager des irritants, parce que cette expertise-là, je la pratiquais au quotidien. Et donc, évidemment, ça a vraiment rapidement fait écho. Donc, le principe, c'est effectivement, à la Banque de France, généralement, sur commande d'une direction, de pousser un challenge, pousser l'idée. Elle est likée par la foule, j'ai envie de dire. Et puis, on se retrouve dans un top 8 et puis ensuite dans un top 3. Et on arrive jusqu'à un bootcamp qui est organisé par le Lab, où là, pendant 4 jours, on s'enferme. Toujours la même pratique. Et puis, on va commencer à imaginer les premières fonctionnalités avec, là encore, et je vois beaucoup de ressemblances avec votre organisation, une équipe pluridisciplinaire qui va accompagner la personne pour bien challenger l'idée, pour commencer effectivement à imaginer ces fonctionnalités. Et on passe devant un jury composé de la direction de l'innovation, des responsables métiers. Et l'objectif, c'est d'aller décrocher ce premier budget d'expérimentation. Donc, le retour d'expérience que je fais, c'est que pour ces personnes qui ont naturellement déjà envie d'instruire des sujets dans leur métier, c'est vraiment une vraie perche qui est tendue pour justement enrichir finalement ces parcours. Je mets beaucoup en corrélation l'intrapreneuriat et le volet RH qui est extrêmement important. Je reprends ma casquette de manager. L'engagement des équipes peut passer évidemment par ces processus-là. Au-delà de découler une fiche d'activité, c'est aussi l'instruire d'une autre manière en imaginant les solutions qui pourraient lui permettre de créer plus de valeur ajoutée ou d'optimiser des process. Tu parlais d'engagement des agents, de valorisation des porteurs de projets, qu'ils soient intrapreneurs, porteurs de projets. Justement, comment valoriser, comment bien reconnaître, comment légitimer ces intrapreneurs? Alors déjà, effectivement, leur donner une chance d'être identifiés. C'est le premier pas. Donc, ça peut passer par une cellule qui s'appelle un lab, un incubateur. Mais je dirais que là, c'est le manager qui va parler. Le premier pré-incubateur, finalement, sont les yeux et les oreilles de ces managers qui vont être en capacité de voir, d'observer les attitudes, finalement, de leurs équipes. Certains, très naturellement, vont porter des idées sans qu'il y ait d'incubateur, sans qu'il y ait de plateforme. Ils sont reconnaissables et peut-être même ils vont s'identifier tout seuls. Donc ça, c'est une première chose, c'est que ces managers soient attentifs finalement à ce qui se passe tout près d'eux, auprès des équipes. Et donc, le moyen de les valoriser, finalement, c'est effectivement à travers des outils ensuite qui sont mis en place de pouvoir produire ces idées. C'est vrai que là, lorsque les idées, les appels à projets sont lancés, très concrètement, on bypass toutes les hiérarchies. C'est vraiment un appel très général. Ensuite, ce qui va se jouer, c'est une négociation. Pour que le candidat, le lauréat d'une idée qui est retenue, soit dégagé partiellement ou pas pour aller instruire ce projet. Donc, la reconnaissance, c'est effectivement peut-être à travers aussi le niveau d'engagement de ce collaborateur ou de cette équipe.
C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément envie d'être dans cette posture d'intrapreneur ultime où on va jusqu'à prototyper, pitcher, etc. On peut simplement être un apporteur d'idées. Et ce qui en soi est déjà très bien parce que ça veut dire qu'on met les équipes dans une posture qui est différente de d'habitude. Vous êtes aussi là pour finalement apporter des solutions ou en tout cas poser le doigt sur des choses qui ne fonctionnent pas ou dehors ou dedans. Et puis, une fois qu'on a un peu qualifié ce profil-là, eh bien, de pouvoir lui offrir, et ça c'est à géométrie variable, le degré d'engagement qu'il va pouvoir mettre en place. Donc, en tout cas, les identifier, les reconnaître et les accompagner pour pouvoir produire finalement ce projet. C'est déjà ce qu'on est en train d'essayer aussi avec justement, je remercie les ambassadeurs ou innovateurs de la transformation qui sont ici présents, un réseau disséminé dans le territoire, qu'on essaye aussi de valoriser auprès de la hiérarchie pour nous apporter, notamment des apporteurs de solutions. Donc, ça rebondit, merci. Et parmi les projets dont tu parlais qui ont pu être sélectionnés, sponsorisés, quel type de projet vraiment a impact, des exemples qui pourraient parler à nos participants? Oui, alors je vais parler par exemple d'un projet qui concernait justement des experts sur l'accompagnement des entreprises. Je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail, mais juste que vous compreniez. C'est un projet là qui était pour faciliter le process interne et qui a permis, alors qui a été, on parlait de passage à l'échelle, effectivement c'est un sujet parce que l'expérimentation sur ce projet-là est vite devenue un projet. Et donc là, la machine s'emballe extrêmement vite puisqu'il y a des attentes fortes des directions générales pour déployer. Et donc, ce projet-là a consisté à outiller véritablement une équipe qui fonctionnait avec pas grand-chose face à un dispositif qui était récent. Et donc, outiller ces équipes pour permettre une prise en charge des chefs d'entreprise qui saisissaient ce dispositif dans de bonnes conditions. Ça veut dire bonnes conditions rapidement, et avec des éléments de réponse qui soient satisfaisants. Encore une fois, il y a la notion de mission de service public, donc il faut être efficace en quantité, en qualité, d'une certaine manière. Donc, ce dispositif existe toujours. Donc, il y a eu des V1, des V2 ensuite. Je ne fais plus partie du projet. J'étais au départ, mais plus ensuite. Et puis, bien sûr, on parle de typologie de projet. Dans la stratégie de Banque de France, il y a aussi les enjeux de développement durable, donc des défis liés au développement durable. Et notamment pour décarboner et pouvoir mesurer cette décarbonation dans nos pratiques collaborateurs, mais aussi dans la pratique de la Banque centrale, parce qu'elle veut être exemplaire en la matière. Et donc, ces sujets-là sont très prégnants aujourd'hui autour de la RSE, qui est vraiment un axe stratégique fort et qui touche, je dirais, les parties internes et externes. Oui, cette notion de développement durable, en effet, est très prégnante et je sais que la cellule ou la mission de développement durable du ministère de l'Intérieur a lancé aussi son propre incubateur spécifique développement durable. Pour toi, quel est un peu le contexte et la culture justement d'organisation à initier au sein d'une structure pour qu'elle puisse se lancer favorablement dans ce type de démarche? Alors effectivement, je pense qu'on a des organisations qui ne sont pas complètement jumelles, mais qui sont très ressemblantes. Et pour que ça fonctionne, au-delà des outils et des espaces, il faut la culture et la posture. Et j'en parlais tout à l'heure en disant, effectivement, le premier pré-incubateur, c'est finalement les sponsors et les managers. Et donc, déployer cette capacité, cette autorisation à réfléchir, à pousser des idées déjà dans l'équipe, dans le service et que ce soit OK, que ça soit quelque chose qui fasse partie finalement de l'ADN des services. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce que voilà, nous sommes des organisations qui avons un certain âge, une certaine culture, un poids de la culture et donc on ne fait pas le pivot aussi facilement, y compris pour les équipes qui ont été plutôt acculturées à être voilà, dans un déploiement de feuilles de route et pas forcément associées de manière aussi ouverte sur comment on pourrait résoudre ça, comment on pourrait imaginer ça. Donc, ça veut dire qu'il faut quelque part distiller ça
Et c'est à la main de tout manager dans un service, dans sa sphère d'influence en tout cas, de distiller cette possibilité-là. Et en acculturant de cette manière, effectivement, les outils qu'on peut mettre ensuite en place, que sont des incubateurs, des plateformes, viennent assez naturellement. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment effectivement que petit à petit, on autorise ces équipes à produire des idées. Ils sont souvent très bien placés puisque on l'a vu aussi avec le témoignage précédent, c'est souvent sur les process qu'ils pratiquent eux-mêmes. Donc, ils sont finalement les meilleurs ambassadeurs pour aller toucher du doigt les fameux cailloux dans la chaussure ou imaginer voilà, des offres améliorées. Donc, en tout cas, le chemin et le travail, il démarre dans les équipes, avant toute chose. Donc, vraiment insuffler cette culture. Super. Merci beaucoup, Vicky, pour ton témoignage. Je vous propose de passer à notre intervenant suivant, qui est François Terrien, donc qui est responsable service ressources informatiques et bâti à Nantes Métropole, ville de Nantes, et qui va lui nous parler de son expérience, on va dire, d'intrapreneur à l'intérieur même d'un incubateur. Je travaille au service du bâti, donc on s'occupe de toute la gestion du patrimoine, si je dois simplifier. Et alors moi, ça va être un retour d'expérience assez à chaud, puisqu'on vient de terminer le programme Disrupt, à lequel on a participé. On évoquera peut-être après ce programme-là, mais donc ça va être voilà, très très à chaud, et j'avais imaginé vous raconter un peu l'histoire et comment on en est arrivé à faire appel à ce programme-là. Donc l'histoire a commencé où j'ai un de mes collègues qui avait fait ce parcours-là, programme Disrupt, qui m'a évoqué un peu, il dit bah, écoute, c'est super intéressant, on propose un sujet et puis on a un groupe d'étudiants qui travaillent sur le sujet et puis on est accompagné, on a du coaching, on a des cours qui alimentent et puis pendant 4 mois, on fait avancer ce sujet-là et puis on doit arriver à une soutenance finale. Donc la soutenance finale pour nous, elle a eu lieu mardi dernier. Donc voilà, c'est vraiment très très chaud. Ça m'a fait beaucoup réfléchir en me disant peut-être qu'on a des sujets sur lesquels on ne sait pas trop comment avancer. Et puis j'en avais un certain nombre, ce qu'on appelle les poils à gratter. Et puis en fait, on s'est décidé avec la direction en disant c'est vrai que nous, tout ce qui est usure professionnelle, on ne sait pas trop comment s'en sortir, on ne sait pas trop par quel axe prendre les choses, et du coup, ça pourrait être intéressant qu'on voit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches, est-ce que c'est vraiment inéluctable ce sujet-là? On voit que nos agents du bâtiment, à partir de 40-50 ans, ils ont des pathologies qu'on retrouve régulièrement. Est-ce que le numérique peut aider? Alors, on a pris un peu le volet numérique. Et puis, on s'est lancé, en fait, en allant présenter ce sujet-là à un groupe d'étudiants. Et donc, dans la logique, en fait, c'est que les étudiants, en fonction des sujets qui les intéressent, viennent se positionnent sur ce sujet-là. Je simplifie un petit peu la démarche, et puis après, chacun s'inscrit. Et puis, l'intérêt, c'est vraiment qu'on est sur de la pluridisciplinarité. On a beaucoup d'étudiants qui ont des profils différents, et tout ça, on travaille ensemble sur le même sujet. Alors, en retour d'expérience, peut-être, les grands points déjà que l'innovation, c'est pas forcément, parce que je parle un peu d'innovation, en tout cas, c'est pas forcément des gros budgets, des gros moyens, et l'innovation est quelque part un peu partout, parce que on peut améliorer les choses avec très peu de moyens. Ça, moi, c'était pas forcément mon idée de départ, en pensant que il y avait beaucoup de numérique, forcément biaisé par le professionnel, mais en tout cas, on peut faire avancer des choses de manière très simple et pas forcément sur du numérique. Le deuxième volet, c'est que, Grégory nous a beaucoup drivé là-dessus en disant, voilà, il faut être amoureux du problème et pas de la solution. Ça, on l'a entendu, et en fait, on avait du mal à comprendre qu'est-ce que ça voulait exactement dire. Et en fait, c'est vrai que on a souvent tendance à trouver rapidement une solution, et on ne prend pas le temps de dire, mais en fait, le vrai problème, c'est quoi? Et en fait, sur cette usure professionnelle, on a pas mal tourné autour, on a vraiment dit non, on ne trouvait pas la solution tout de suite, attendez, et puis réfléchissez. Et en fait, on a passé beaucoup de temps sur le problème. Et en fait, on s'est rendu compte que le problème, il n'était pas forcément là où on l'imaginait. Et la solution est venue beaucoup plus tard.
Et même, c'était un peu flippant parce qu'on voyait la soutenance finale, on n'avait pas forcément de solution. Et au final, à un moment, ça se décante parce qu'une fois que le problème il est compris, donc ça, c'est vraiment le deuxième retour d'expérience où c'est important en fait de comprendre où est le problème. Et le troisième sujet que je voulais évoquer, c'était vraiment le retour enfin, le contact avec l'utilisateur où on nous a souvent dit il faut aller voir l'utilisateur, il faut retourner voir l'utilisateur. Et on se dit, bon, saoulé, faut aller les voir. Et puis finalement, ils sont partants et même une fois qu'ils ont compris la logique et à la fois, ils nous ont apporté des choses sur les solutions, ce qui était possible, pas possible, des choses qu'on avait imaginées en se disant mais oui, mais c'est possible. Et ils nous ont dit mais non, c'est vraiment là, on est en contact avec les usagers, c'est pas possible de faire ça. Ah bon, ok. Et en plus, ils nous ont apporté d'autres sujets en disant bah oui, il faut quand même qu'on réfléchisse sur des petites choses, sur des équipements qui ne sont pas utilisés. Bah, pourquoi ils ont des équipements, ils ne les utilisent pas. Et on a plein de réflexions aussi autour de ces sujets-là. Et finalement, c'est ça aussi. Le fait de les rencontrer, ça alimente encore plus sur des sujets qu'on pourrait facilement simplifier en fait pour tout ce qui est vie de nos agents. Okay. Ça, c'était les 3 retours qu'on évoquait. Merci beaucoup pour ce premier, on va dire, ce premier round. Moi, j'avais une question sur le pas de côté, justement, et comment mener un projet et comment le mener jusqu'au bout quand on a d'autres missions à côté, ou voire carrément un autre métier. Voilà, quand on est au cœur de la machine d'entrepreneuriat, comment on fait? Comment on s'en sort? Alors nous, si on prend vraiment le sujet de l'usure professionnelle, c'était un sujet qui était vraiment qui est un peu en ligne de mire et qui fait partie des objectifs de la collectivité. On a vraiment donc en fait, ça a été facile de porter ce sujet-là en disant oui, il faut vraiment qu'on avance. Après, le pas de côté, c'était vraiment de se dire est-ce qu'on ne peut pas faire de manière un peu différente qu'une solution classique de dire bon ok, on va doubler les équipements de nos agents et au final, c'était pas vraiment la solution parce que c'est des équipements qui sont pas forcément utilisés. Donc, l'idée, ça a été vraiment de se dire, bon, peut-être qu'on a moyen, en l'état actuel, de faire autrement que ce qu'on fait habituellement. Et en fait, ça donne des solutions qui sont en effet différentes de ce que l'on peut porter. Adresser le problème différemment. Voilà, d'adresser le problème différemment. Maintenant, c'est vrai que ça ne vient pas forcément en plus. Faut que on ne peut pas travailler sur des sujets qui sont un peu hors sol. Donc, il faut que ça accompagne quand même une politique d'entreprise et de collectivité. Et par contre, je pense que ça s'entend si on est dans une logique d'une recherche de ce que veut faire la collectivité. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller porter ces sujets-là. Mais pareil, côté État, où je pense que les problématiques adressées, que ce soit côté usager ou côté agent public, si elles rencontrent les réformes prioritaires ou si elles rencontrent les objectifs de mire de l'État, on convaincra encore plus facilement des sponsors. C'est difficile d'aller vendre un sujet hors sol. On n'est pas du tout dans les clous ni dans les objectifs. Et par contre, si on arrive à indiquer que ça va aider à apporter des choses, je pense que c'est plus facile à vendre nos projets. Et sur l'essaimage de ta posture, comment on essaime auprès, que ce soit sur d'autres projets ou peut-être même auprès d'autres collaborateurs, d'autres collègues dans la structure, ailleurs. Voilà, la question de l'essaimage. Donc, nous, l'essaimage, ça a été, on voit bien, c'est mon collègue qui est venu. Moi, maintenant que j'ai fait le parcours Disrupt, j'ai envie que les autres collègues aillent aussi pour qu'on puisse partager encore plus de choses. Ce qu'il faut, et ce que je n'avais pas forcément en tête, c'est que l'innovation, c'est aussi une démarche et qu'on ne peut pas se dire, bah, tiens, ça y est, je vais innover sans forcément avoir de méthodo. Et en fait, dans le cadre d'un programme comme Disrupt, on apprend cette méthode-là. Et en ça, je pense que c'est quelque chose qui est reproductible sur l'ensemble de nos projets. C'est-à-dire le contact, les parcours utilisateurs, être en contact avec les utilisateurs, le fait d'avoir beaucoup plus de retours, ça, c'est des choses qu'on peut appliquer un peu à l'infini sur tous les projets qu'on rencontre pour éviter le fait de ne pas tout de suite partir sur la solution. C'est quelque chose qui va se retrouver sur tous les projets qu'on mène et qu'il faut qu'on mette en place. On a l'impression de beaucoup solliciter nos utilisateurs quand on met en place des solutions, mais pas tant que ça en fait. Finalement, on les laisse pas suffisamment s'exprimer. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on échange en fait un peu plus sur tous nos projets pour les systématiser. Et pour rebondir avec ce que disait aussi Hicham tout à l'heure, l'intrapreneur en fait, il se retrouve à porter un projet, mais il n'est pas tout seul. Il a une équipe pluridisciplinaire autour de lui.
que ça soit des développeurs, des coachs, enfin, peu importe, en fonction du projet. Toi, tu as vécu la même chose. Qu'est-ce que cette pluridisciplinarité, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça a pu apporter? Alors, c'est vrai que dans le cadre du parcours, il y a l'école centrale, l'école de design, et puis Nantes Université. Université. Donc, on avait des profils vraiment très, très différents dans les étudiants. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que chacun avait sa partie et sa vision des choses. Et de mixer tout ça, en fait, ça donne quelque chose de... On a vraiment traité tous les aspects du sujet, du RGPD jusqu'au réglementaire, jusqu'au juridique, le technique, et ça donne vraiment une vision 360 de la solution. Et on n'a pas toujours été d'accord, mais en tout cas, ça a été dans le bon sens et on n'a pas eu de questions pièges à laquelle on ne savait pas répondre. En fait. Et ça, je pense que c'est important aussi de montrer qu'on a cadré le sujet sur tous les aspects et que finalement, la phase d'étude et du problème est vraiment hyper important. Et ça va, et ce que tu disais tout à l'heure, ça permet que ça ne soit pas hors sol, puisque tout le monde a pu donner son petit bout de lorgnette et s'assurer que c'est viable. Et si je puis me permettre, juste, c'est pluridisciplinaire, mais c'est aussi un pas de côté parce que le projet était instruit en dehors de Nantes Métropole. L'incubation, pour bien l'expliquer, elle n'a pas lieu à la maison. C'est ça, 4 mois, un peu à côté, quoi. Ouais. Par contre, on revient régulièrement auprès des agents pour leur demander leur avis. Et... Donc ça, c'était... Okay. Merci beaucoup, François, pour ce témoignage. Gérard Legrand, qui est responsable donc, du LIP, le laboratoire innovation et prototypage à la SNCF, donc, chez iSNCF Solutions, et qui va nous parler du programme expérimental d'intrapreneuriat qu'il a pu monter avec 7 entrepreneurs et autour de 4 projets différents. Donc un projet d'entrepreneuriat monté de toutes pièces, et tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Merci. Alors bonjour à tous. Effectivement, le LIP, Lab Innovation et Prototypage, c'est une équipe dont l'ADN est de travailler tout ce qui peut être en rupture d'usage ou en rupture technologique à quelques années devant nous. Donc ça, c'est un peu notre baseline. Et tout est parti. Donc on fait beaucoup de machins d'ingénieurs, il faut le dire, en électronique, etc., qui deviennent ensuite des machines au service de tous, certes. Mais sur l'aspect rupture d'usage, tout est parti d'une discussion avec un manager sur la transformation managériale, justement, sur le contexte, le monde est en train de changer autour de nous, que ce soit notre contexte d'entreprise ou le monde tout court. On est en 2017, faut se rappeler. Fermez les yeux et rappelez-vous, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de masque, voilà. Donc, et surtout, on ne parlait pas d'entrepreneuriat, on n'entendait pas parler. Et mon manager me dit, tiens, est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à un concept que j'ai entendu aux États-Unis, intrapreneurship, intrapreneuriat, on regarde un peu sur Google, etc. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose, cette stimulation, cette possibilité de voir arriver les idées du terrain, ce que nous, on fait au quotidien avec des entités pour lesquelles on fabrique des choses ou on invente des choses. Mais là, comment est-ce qu'on peut stimuler tout ça? Comment est-ce qu'on peut impulser à quelque chose de plus et comment on peut favoriser ça? Alors, on pense tout de suite, on était en phase là-dessus avec mon chef, on pense tout de suite intelligence collective et on se dit, je vais pas prendre mon papier blanc et puis commencer à monter un plan tout seul. Donc, première chose qu'on fait, on crée un groupe. Donc, on s'entoure. Alors, on s'entoure de quoi? De managers, de RH, très important, on va voir après, d'anciens entrepreneurs. Alors, à l'époque, on ne les appelait pas des anciens entrepreneurs, mais c'est des gens qu'on connaît dans notre réseau, qui ont fait des choses, qui sortaient du lot, qui sortaient du cadre, etc. Des chefs de projet. Et puis aussi d'un accompagnement extérieur. C'est très important aussi de voir un peu ce qui se passe et puis de ne pas avoir qu'une vue endogène à l'entreprise, donc aller voir un peu plus loin aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce n'est pas un dispositif lourd, on est une dizaine de personnes et on travaille sur 2 mois à 5 séances. Voilà. On se réunit 5 fois
Et en 5 séances, on crée un cadre, une sorte de cadre, alors un cadre léger, hein, souple. On écrit une sorte de charte avec 8 points principaux. Donc, par exemple, tout le monde peut participer, etc. Enfin, bon. On commence à dessiner le contour de principe d'un mentoring, le principe de séance, de pratique, avec des apports entre guillemets académiques où on va apprendre un peu de méthodologie aux participants. Et puis on se dit, bah, ça y est, au bout d'un moment, on se dit, ça y est, on est prêt, allez, on se lance. Ah oui, mais seulement, voilà, il faut trouver les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a à l'époque, on n'avait pas de modèle, de rien. Donc, on a fait, je vous raconte juste ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on a appelé le petit déjeuner poulain. Alors, pourquoi poulain? Parce que j'avais ramené déjà du chocolat poulain le matin, mais autrement, on s'était dit, bon, on est une dizaine, chacun va se trouver un poulain, quelqu'un, ou un groupe de personnes, et puis on va se faire un petit déjeuner et on leur donne la possibilité de nous présenter leur idée, quelque chose qu'ils ont envie de faire, et de mettre dans ce dispositif qu'on va lancer. Ce dispositif qu'on appelle dispositif de stimulation de l'entrepreneuriat à la direction Pays de la Loire SNCF et à la direction, à la DSI, puisqu'on dépendait de la DSI à l'époque. Donc on lance ça. On a pas mal on a 6-7 équipes qui viennent, on en sélectionne, on en retient, je parle pas vraiment d'une sélection, mais on en retient 4. Et on aurait pu, parce qu'ils sont pas venus les autres, tout simplement. Donc en réalité, on a pris tout le monde, nos 4, et 7 personnes. Donc beaucoup de binômes, des gens qui avaient déjà commencé à faire des choses. Et on commence à décliner notre dispositif. Donc on les aide de manière récurrente et on monte le programme. Et donc évidemment, ça c'est un résumé, hein, c'est assez long, mais pas si long que ça. On a monté ça en saison. On a appelé ça la saison. Donc on a cadré ça sur 6 mois. Et au bout de 6 mois, il fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et de manière à ce qu'on arrête et puis après qu'on reparte sur un autre cycle. Donc on l'a fait. Au final, 4 des projets ils sont sortis, 2 sont pérennisés, donc 50% est pérennisé dans l'entreprise. Les agents, pour en connaître certains, il n'y en a pas un qui est sorti de ce dispositif comme il était au départ. Beaucoup, il y en a même un qui s'est reconverti. Donc, beaucoup ont changé de voie. Donc là, niveau transformation managériale, on a au moins atteint cet objectif-là, c'est sûr. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi fait capitaliser et fait vivre ce dispositif, puisqu'on l'a proposé dans une autre. Alors, nous, on évolue dans un cadre qui s'appelle 514, qui sont des maisons géographiques du digital à la SNCF. Donc, on travaille dans le 514 Centre-Ouest. Je me suis mis en contact avec le 514 Rhône-Alpes, donc à Lyon, et en fait, on lui a donné les clés. On lui a dit, nous, on a fait cette saison 1. Est-ce que ça t'intéresse de faire la saison 2? Et ça a fait des petits. Et donc, on a instauré une sorte de gouvernance tournante dans les régions, dans notre entreprise. Rappel, on était en 2017, on était un peu précurseur sur ce sujet-là. Il y a eu d'autres, en fait, au-delà de la saison 2 dans le 514 Rhône-Alpes, il y a eu d'autres entités dans la SNCF, et même les RH s'en sont saisis après, qui ont créé à peu près au même moment d'autres démarches de ce style. Et les RH ont même regroupé le tout quelques années après en signant une charte au niveau de la direction de la SNCF qui favorise ce genre de démarche, et il y a toutes sortes d'initiatives qui sont multipliées là-dessus. Voilà notre expérience d'un premier dispositif qu'on a lancé il y a longtemps, dans l'ancien monde. Déjà, félicitations, bravo. Et pour tout ça, en si peu de temps, finalement, quelques saisons. Et du coup, voilà, si je me mets à ta place et quand je me remets à ma place, comment co-construire et co-construire ça? Comment l'animer? Comment le faire durer? Quel conseil tu donnerais à Étaline pour se lancer là-dedans? Puisque toi, c'est encore d'actualité et ça dure.
Alors, au niveau de la pérennité après la première saison, c'est Oui. ça. Il faut. Nous, on était convaincus d'une chose, peut-être qu'on s'est trompé, mais bon, l'histoire nous a pas montré que on était complètement à côté. La gouvernance tournante, c'est très important. Je pense que dire on va créer une direction de l'intrapreneuriat quelque part et c'est statique et ça serait alourdir la chose et la rendre, lui faire perdre son dynamisme. Donc la gouvernance tournante est quelque chose qu'on a trouvé très important. Après, sur la constitution, la clé, c'était vraiment d'avoir beaucoup de gens différents, la pluridisciplinarité. Je bute pareil que toi. Et quelque chose de très important. Très important. On avait des gens, des experts du terrain, on avait des gens des RH, on avait des gens qui étaient plutôt dans l'informatique, voilà. Donc ça, c'est super important. Pour à mon avis, c'était une des clés de la réussite de notre dispositif et aussi d'aller vite. Parce que je pense que quand on s'attarde, quand on se dit il faut que tout soit parfait, ça devient lourd, ça ennuie au final tout le monde. Et puis vaut mieux se lancer, commencer. Et ça sera pas parfait la première fois, mais au bout de quelques saisons, de toute façon les choses se sont affinées. Le 514 de Lyon, il a accueilli plus de gens, il a enrichi avec d'autres ressources qu'il avait, et puis notre vision que la mienne. Donc, voilà, le tout, c'est de se lancer. Le tout, c'est de se lancer. Tu parlais des agents de terrain qui ont pu aussi se reconvertir, changer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type de profil que tu avais? Ce que je peux vous dire, c'est qu'une des premières choses qu'on s'est dit, c'est que les gens qui sont arrivés, on les attendait pas. En fait, moi, naïvement, j'imaginais que j'allais avoir des chefs de projet ou des gens de l'informatique qui allaient arriver. Pas naïvement, mais je pensais ça. Et en fait, non, on a eu des contrôleurs. Voilà, on a eu des gens qu'on n'imaginait pas du tout. On a eu des gens qui venaient des technicentres, des profils industriels. Ça a posé d'ailleurs tout un tas de problèmes sur le détachement dont on parlait tout à l'heure. Il y a hors de question de détacher un contrôleur qui est en roulement, donc qui quand il ne travaille pas, on doit le remplacer et trouver un autre. Donc ça, déjà, c'est pour ça que c'est très important d'avoir les managers dans le dispositif de manière à négocier effectivement et à trouver des solutions. On les a pas sollicités énormément. En termes de temps, on les a pas détachés. Nous, on les a accaparés que 2 jours par mois, voilà, par demi-journée. Donc c'était assez light, mais faut dire qu'un intrapreneur, il faut qu'on parle aussi du profil un peu psychologique d'un intrapreneur. Ces gens-là, en général, de toute façon, finiront par se révéler. De toute façon, s'ils ne se révèlent pas, en général, ils partent et ils vont faire ailleurs et trouver ce qui leur plaît en innovation et en activité. Et donc, ils travaillaient eux-mêmes à côté, en plus de leurs heures de travail. Ça, c'est clair. Ils étaient investis dans leur idée parce que c'était leur idée. Oui, oui. On ne leur a pas apporté quelque chose. Ils sont venus, quand ils sont venus, je parle du groupe des deux ASCT, ils sont venus avec, ils avaient déjà fait un formulaire sur Google Forms, ils avaient déjà commencé, alors qu'ils n'avaient pas toutes les compétences, etc. Et ils n'avaient pas les ressources à disposition. Mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Allez, on fait quelque chose. Donc la motivation, c'est super important et c'est pas la peine la motivation, ça ne se décrète pas, ça vient d'eux, et de toute façon, elle est là. Donc, si vous détectez des entrepreneurs, ils sont motivés, ça c'est sûr. Donc, voilà, ça a posé aussi tout un tas de cols. Par exemple, ils n'avaient pas d'ordinateur d'entreprise. Donc, on s'est débrouillé, on a trouvé des solutions. Ça, au moins, maintenant, ça y est, on en a. Voilà, donc ça pose tout un tas de cols. Alors, le profil de l'intrapreneur, n'existe pas en fait. Ça peut être n'importe qui dans l'entreprise. Par contre, c'est un état d'esprit. Donc, D'accord. Et justement, parce qu'on a tous un peu les mêmes problématiques, j'imagine, avec la hiérarchie, comment libérer du temps. C'est quoi les recettes de la SNCF?
Bah, la recette, ça a été de Le poulain, à part le poulain. non, le poulain, c'était pour trouver les agents. Mais pour autoriser à ce que les agents viennent travailler, bah, la clé, c'est d'avoir les RH, en tout cas chez nous, les RH, il faut les convaincre. Donc les DRH des deux entités qui étaient concernées par le scope limité auquel on s'est attaqué au départ, et puis les managers ensuite. Donc c'est pas compliqué, on a rencontré les managers, on a vendu le dispositif aux managers aussi. On leur a dit, bon ben voilà, on a des agents de chez toi qui ont proposé ça, c'est super intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prêt à les libérer, voilà, les encadrants de premier niveau des managers, et puis les DRH, pour les rassurer, leur dire oui, il y a un cadre, on peut s'autoriser ce genre de choses, parce que dans toute entreprise d'une certaine taille, le poids de la structure est important, et donc il faut en tenir compte. La pluridisciplinarité, vous alliez la chercher en externe ou vous faisiez un mélange interne-externe? Alors on l'avait d'entrée de jeu dans l'équipe qui avait imaginé le dispositif. Non, on n'a rien fait en externe. On a tout simplement parce qu'on n'avait pas de budget pour ça, donc on a monté ce dispositif et on l'a fait tourner avec, je dirais, les moyens du bord, avec on a fait avec les volontés et le réseau qu'on a constitué et les bonnes volontés, et puis l'énergie que tout le monde y mettait. Quand on les a formés au pitch, on les a formés avec quelqu'un qui était formé à l'art du pitch, et donc alors c'est pas on n'a pas fait quelque chose de professionnel diplômant qui forme au pitch, mais pour quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça et qui a jamais c'est un apport extraordinaire. Donc quelqu'un qui a jamais on n'a jamais dit bah voilà, ça se constitue comme ça, on parle d'abord de la problématique. Ça, c'est vraiment très, très, très fort. Donc, on n'est pas obligé de monter un truc très compliqué. Après, pour la réalisation, pour le développement des choses, on avait une double casquette au LIP. On fait aussi ça, nous. Donc, on l'a réalisé, ça. Donc, on a une force de développement quand on voit que quelque chose est intéressant et complètement dans l'axe d'utilité des activités du groupe. On le fait. Oui, je vois un peu c'est un peu similaire à chez nous, chez Etaline, c'est une équipe pluridisciplinaire, comme je disais. On a un collègue chargé de mission de transformation numérique, un collègue qui s'occupe de la data, on a des designers, on a des experts plus formation, facilitation. Donc je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu similaire, et nous on sera là aussi pour accompagner les intrapreneurs et les porteurs de projets. Si les forces sont là, il faut les utiliser. On va s'y employer. Merci Gérard. Je vais tenter un petit récap de quelques points clés que vous avez dit, tous les quatre. Et puis après, on va rebondir sur des questions peut-être plus générales, où vous aurez peut-être un débat ou des points différents. Gérard, tu nous dis on commence quand la peinture n'est pas sèche, j'ai compris ça, et il ne faut pas attendre d'avoir un truc tout bien fini. Finalement, on va un peu peindre les murs avec les gens qu'on embarque. Hein. J'ai compris ça. N'attendons pas d'avoir un énième programme avec une direction associée, un monsieur intrapreneur, une madame intrapreneur, etc., etc. Donc, si je comprends bien dans la démarche que tu as mis en place, c'est plutôt quelque chose qui va vivre organiquement en fonction du contexte et des gens qu'on va mettre dedans suivant les saisons. Donc voilà, pas de choses figées. Tu nous as évoqué ça. La peinture n'est pas sèche, et être un intrapreneur, c'est d'abord un état d'esprit. Je crois que vous l'avez dit, Vicky et François aussi, de dire que c'est pas un statut, c'est pas un job, mais c'est quelqu'un qui peut-être a une proportion d'engagement un peu plus forte, et on va lui laisser un peu le manche un petit peu plus, on va lui libérer un peu de temps, mais pas forcément finalement un temps plein tout de suite. Alors, Ishan nous dit au niveau Betagouv que c'est quelque chose qui est possible, donc et ça c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une traction dans ce que vous avez vivez tous entre le territoire, la région et le national.
où il y a des dispositifs de différents niveaux. Et finalement, ils se parlent, ces dispositifs, pour faire des choses à différentes échelles. Hicham nous dit que la plupart des idées, et vous l'avez tous dit, viennent vraiment du terrain. Donc là, j'ai en souvenir un projet qui est né à Pau, un autre qui est né à Bordeaux, un autre qui est né, alors chez toi c'est à Nantes, etc. Et qui finalement sont une réalité terrain qui est instruite avec peut-être plus de moyens quand on veut passer à l'échelle au niveau national. Hicham nous dit d'ailleurs, ne passez pas à l'échelle si vous n'avez pas fait la preuve concrète du concept. Alors, une preuve de concept, c'est pas qu'une petite maquette dans un coin, c'est que les utilisateurs l'aient testé véritablement. François, tu nous redis la même chose, qui est de dire, là, moi, je sors de mon amorçage et mon grand enseignement, c'est d'avoir parlé beaucoup plus que ce que je pensais à des testeurs, des futurs utilisateurs, alors que je pensais les embêter. En fait, non, ça a été une des grandes richesses de ton... Donc, aller au-devant des utilisateurs, c'est dans le programme BetaGouv. Là, c'était finalement dans tous vos programmes. Moi, j'ai entendu ça. Le mettre au cœur et surtout s'assurer que c'est un vrai problème. Donc, ce n'est pas une solution déjà trouvée. On a accès à quelque chose qui est un pain, comme on dit, une souffrance, quelque chose qui vaut la peine d'être résolu et qui donc aura de l'impact. Hein, c'était une de vos points, c'est faisons des trucs qui ont un intérêt pour l'organisation, donc on doit mesurer l'impact. Vous nous dites aussi qu'il faut le faire par étapes, plutôt avec peu de moyens au début. J'ai entendu ça au moins 2 fois. Je crois que c'était François. Mais si on en avait plus, on les aurait pris. Il y a pas de ouais. problème. Je vous rassure, souci. on n'en a pas non plus des masses. Mais dans l'idée de dire on n'est pas en train de dépenser un budget, on va aller le chercher ensemble par étapes, un petit peu comme dans un jeu, un gaming où on va déclencher en fait des niveaux en fonction de ce qu'on arrive à convaincre. Alors il y a une question qui va se poser sur comment trouve-t-on les sponsors. Justement, je vais vous poser cette question-là. Vous nous dites aussi qu'il y a plein de manières de faire, et je crois qu'il faut le retenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme d'intrapreneuriat et c'est tout. Il y a aussi des gens, comme tu dis, qui ont juste l'idée, mais pas l'envie ou la capacité de la mener à maturité, ou qui ont juste envie de contribuer au projet d'un autre. Donc, on va l'appeler le collaborateur d'un intrapreneur. Bon, et puis, il y a des projets qui sont en fait tout de suite nationaux, déjà instruits par d'autres, et donc, ils rejoignent le portefeuille des projets de l'entreprise. Voilà, c'est pas un truc à côté. Vous nous dites aussi, ne dépossédez pas l'intrapreneur qui vient avec son engagement, laissez-le aller au moins à la preuve de concept, à une forme de reconnaissance de ce qu'il a fait. Alors Vicky, tu en parlais un peu, mais le sujet, c'est comment on le reconnaît peut-être dans le temps aussi, pas juste parce qu'il avait émis une idée au début. Donc, quels sont les dispositifs On a entendu que Hicham nous parle d'une reconnaissance par un certificat. François, lui, a une autre solution qui est, donc c'était peut-être pas très clair, mais c'est un projet porté par l'université où en fait, François, comme son équipe, ont obtenu un diplôme, un double diplôme. Donc il y a une véritable validation qui peut permettre quelque chose dans ta fiche de poste et peut-être aussi ta progression. S'inscrire dans la stratégie de l'organisation, vous nous avez dit, plus ou moins tous dit ça, c'est on peut disrupter, mais globalement, il faut quand même que ça rentre dans une ligne. Sinon, il n'y aura pas de sponsor, quoi. Voilà. Et puis, pas la validation des agents. Voilà. Oui, voilà. Si on vient les voir pour un sujet qui ne les concerne pas vraiment. Et puis, la question de la hiérarchie et du management. Alors, il y a plein d'autres questions, mais je reprends ce point-là qui dit c'est pas un truc, c'est pas les managers. En fait, bon, alors pour Vicky, c'était au cœur puisque tu as une double casquette. Mais tu nous dis quelque chose d'intéressant à retenir, vraiment. Le manager, c'est le pré-incubateur. C'est-à-dire que tout commence là. Il faut savoir écouter sa petite équipe, son collaborateur à côté, dire là, il y a un truc pas con, va voir Etaline ou va voir le programme Disrupt Campus Nantes ou va voir le programme au 574 de Olip. Et donc, il y a un fléchage qui se fait par le manager. Donc, bon, alors la question, c'est comment on crée ça, cette traction, mais je trouve très intéressant cette logique de pré-incubation par le manager. Et Gérard, tu nous disais là-dessus, les managers, tu t'en es occupé aussi dans le programme. Ils ont été invités, pas à la fin à avoir la soutenance, mais à chaque étape pour comprendre. Et finalement, tu n'as pas forcément eu besoin de les convaincre parce qu'ils ont facilité le dispositif. Quoi. Il faut les rassurer et il faut les convaincre quand même au départ. Il faut les informer de toute façon.
quand on présente ça, quand on présente les apports que ça peut avoir pour le collaborateur, pour l'entreprise, pour l'entité qui porte ce sujet, un manager qui dirait non, pourquoi? Il n'y a aucune raison. Donc, il y a l'éternel blocage de dire je perds du temps, homme ou femme. C'est ça. Comment je fais la compensation? C'est là qu'est la négociation. Voilà. Mais les apports, ils sont là. Donc après, si on n'est pas trop gourmand, ça passe. Et je finis sur un dernier point, puis je vous ouvre à des questions où vous allez pouvoir débattre. Vous nous avez aussi parlé des communautés, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça tout seul. Là, François, toi, tu es allé chercher carrément une équipe totalement pluridisciplinaire, multifacette, ce qui est assez rare, ce qui est à peu près unique, je pense. Mais Gérard, tu nous dis, il y a des communautés autres qui sont nées, des ambassadeurs, des boosters de l'innovation, des boosters du numérique. Bref, ils ont les noms qu'on veut, mais on va aller s'appuyer sur eux. Et j'entends aussi que il faut jouer un côté interne-externe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste rester entre soi, on a besoin d'aller se faire challenger. Alors c'est peut-être la première question que j'ouvre, c'est quel niveau d'ouverture on doit avoir quand on est une organisation comme la SNCF, la Banque de France ou Nantes Métropole, qui sont quand même des organisations très organisées. La DINUM pour Hicham. Et la DINUM pour Hicham, si je vois bien sûr, et donc où il y a des procédures, etc. Donc, quel niveau d'ouverture et comment on peut jouer l'ouverture, jusqu'à quel point c'est utile de le faire sans prendre de risques? C'est le premier qu'on lève son masque. Alors, le lab à la Banque de France, il est vraiment très ouvert, justement. Ça veut dire que sur des projets relativement complexes, notamment technologiquement, les fintechs sont invités, les startups sont invités, les grands comptes techno sont invités pour enrichir encore la réflexion. Et c'est vraiment sa marque de fabrique, alors certainement pas que celui de la Banque de France, mais il n'était pas envisageable en fait que ce soit un lab entre ces murs. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment affirmé et réaffirmé. Bien sûr, il y a cette fameuse équipe pluridisciplinaire, je constate qu'elle existe partout, mais surtout on vient s'inspirer, se nourrir et consolider des expertises qu'on n'a pas forcément d'ailleurs pour accélérer le déploiement. Et donc le lab invite régulièrement, c'est un espace d'accueil véritablement. Est-ce que vous pouvez expliciter sur ce sujet? On dit équipe pluridisciplinaire, mais ce n'est pas forcément que des collaborateurs de l'entreprise. Je crois que dans le projet, dans la saison 1 Intrapreneur SNCF, il y a eu à faire un peu de prototypage et donc il y a quand même eu à faire appel à des agences métiers, des développeurs, des designers, etc., qui ont produit un premier niveau de prototypage. Donc j'aurais juste démystifié le fait qu'on ne peut pas tout faire juste en sollicitant le copain à côté, la collab qu'on a vue à la cantine, etc., faire une équipe un peu ad hoc sur le radeau et puis on va faire le truc. Hicham, peut-être. Voilà, je ne sais pas si. À Paris, quelles sont vos expériences là-dessus? Sur le niveau ouverture ou sur le niveau pluridisciplinarité, je peux parler un petit peu des deux. Les deux, ouais. Allez, sur le niveau ouverture, nous, c'est un des principes de ce qu'on fait. Hein. On considère que tout ce qui est financé par de l'argent public, et c'est le cas des services numériques qu'on accompagne, doit être ouvert au maximum. Donc, le code source de tout ce qu'on développe, de tout ce que les développeurs et les développeuses développent chez nous est en code source ouvert et libre. Les productions de tout ce que font les designers chez nous sont publiées en licence libre. Moi, quand j'écris des formations, je les publie également publiquement. L'ensemble de nos apprentissages sont publiés publiquement et l'ensemble de nos statistiques d'impact aussi. Alors, je vous envoie sur le chat un lien où vous verrez l'ensemble du guide de ce qu'on a appris chez Betagouv et l'ensemble de nos apprentissages. Ça peut être intéressant parce que là-dedans, il y a des ressources qui pourraient vous intéresser également. Sur l'aspect pluridisciplinarité, nous, on est convaincus que ce qui est vraiment fondamental, c'est de réduire au maximum le nombre d'intermédiaires quand on se lance dans un projet d'innovation au sens large.
pour justement améliorer l'efficacité globale de l'action. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que il vaut mieux avoir une équipe pluridisciplinaire avec toutes les compétences qu'il faut pour avancer que de dépendre de différents prestataires, différents intermédiaires, etc., etc. Et donc, comme je le disais au tout début de la session, ce qu'on essaye de faire quand nous, on fait des services numériques, donc quand on lance un service numérique, on essaye vraiment d'avoir des équipes intégrées qui travaillent ensemble, sans intermédiaire, et où on n'a pas, par exemple, de distinction entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Enfin, c'est la même équipe qui pense et qui fait. Ce qui permet d'avoir des équipes extrêmement engagées, extrêmement motivées, et des équipes où il y a peu de coûts de coordination. Les coûts de coordination, c'est en gros quand vous avez 15 personnes qui travaillent à 10% de leur temps sur un projet, parce que vous avez besoin d'expertise de 15 personnes différentes, bah, en général, c'est pas très efficace parce que vous allez jamais, enfin, juste rien que essayer de faire un doodle pour trouver un créneau commun et vous allez voir que on n'avance pas très vite, quoi. Donc, on essaye vraiment de tout intégrer au sein de nos équipes. Une question qu'on a assez peu abordée, c'est la question du sponsoring, du sponsorship, je ne sais pas comment on va dire. Comment on trouve les sponsors qui ne sont pas son propre manager, qui vont nous faire confiance pour être l'acheteur quelque part interne de la future solution, quitte à peut-être financer. On ne parle pas de l'amorçage, on parle peut-être de la partie après. On a compris que dans le programme, vous arrivez à faire finalement un prototype, mais pour le passer en prod, bah là, il va falloir mettre des moyens. Donc, comment on trouve ce fameux sponsor? Comment on convainc en interne? Comment vous avez fait concrètement dans vos programmes? C'est un peu... nous, c'est un peu le sujet du moment. Voilà, c'est comment on a notre passage à l'échelle, parce qu'on a une solution qui concerne le bâti, mais pas que, en fait, qui pourrait déjà intéresser beaucoup d'autres directions au sein de notre métropole, parce qu'on a les services de l'eau, l'éducation. Donc, en fait, on va cranter un niveau au-dessus pour aller chercher une direction transversale qui gère. Donc, on va essayer de porter ce projet-là auprès d'eux. Et c'est vrai qu'après beaucoup de réflexions qu'on a eues, je pense qu'il va falloir qu'on aille chercher des sponsors à l'externe. On n'est pas les seules collectivités touchées par ces sujets-là. On n'est pas non plus, on en a discuté avec Enedis, pour ne pas les nommer, qui sont aussi sur ces sujets-là. Et il n'y a pas de raison qu'en fait, que ces solutions-là ne soient pas portées à plusieurs et qui peuvent intéresser beaucoup d'autres. Et on peut partager des développements, partager des financements. Donc nous, on est plutôt sur le volet s'étendre et partager avec l'externe. Là, on est aussi sur cette notion, comme disait Ishan, du service public, en disant on le fait pour le bien commun. On n'est pas sur une ambition capitalistique. Voilà, c'est pas, même si peut-être Ishan, tu peux aussi rebondir là-dessus, la logique de start-up d'État, qui est une logique aussi de dire on va le faire comme si pour passer à l'échelle, mais on reste sur une logique très open source en fait. Donc là, le financement, le sponsoring, il va bien au-delà de l'interne, j'imagine. Oui, je confirme que le terme de start-up d'État, c'est uniquement la méthode start-up qu'on a importée, mais pas du tout l'aspect, la recherche de profit. Il y a uniquement des financements publics dans les start-up d'État, et les start-up d'État n'ont pas de personnalité juridique propre, donc elles ne se feront pas racheter par Google, je le confirme. Et justement, comment convaincre les sponsors côté État? Comment vous faites? Quelles clés? Comment vous organisez ça en fait? Alors nous, la condition d'entrée dans le programme, elle est triple. C'est-à-dire qu'on recherche des bons problèmes, donc des problèmes qui ont été confirmés sur le terrain, qui touchent de préférence un grand nombre de personnes, que ce soit des agents publics ou des citoyennes, des citoyens, des associations ou des entreprises. On cherche un bon entrepreneur ou une bonne entrepreneuse, donc quelqu'un qui connaît le sujet, qui est passionné par le sujet, qui a envie de le résoudre et qui est prêt ou prête à être mentoré et accompagné pour acquérir les compétences nécessaires d'un point de vue numérique. Et on cherche, la troisième condition, c'est le sponsor ou la sponsor. Donc, c'est l'administration ou la directrice ou le directeur d'administration qui a compris l'approche, qui a compris que
on allait faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire au sein de l'administration, qui a envie de soutenir la démarche et qui a envie de financer la démarche. Et donc le programme, c'est aussi c'est d'ailleurs aussi une des inspirations qui nous vient du monde des startups. Le programme, il est jalonné par des comités d'investissement qui ont lieu en général tous les 6 mois. Et ces comités d'investissement, ils permettent de rendre compte des résultats de l'équipe. C'est un peu comme une levée de fonds, si on faisait l'analogie avec le secteur privé. Sauf que là, autour de la table, vous avez des investisseurs publics, donc des directeurs et des directrices d'administration, qui décident, au vu des résultats du service numérique, s'il faut continuer à investir. Donc, remettre une enveloppe de 100 000, de 200 000, de parfois plus de centaines de milliers d'euros, pour continuer à faire confiance à l'équipe portée par l'entrepreneur et pour continuer le service. C'est comme ça que sont pilotés l'ensemble des services numériques chez nous. La seule partie qui est financée par la DINUM ou par l'incubateur de start-up d'État, quand il y en a un dans un ministère, c'est la toute première partie qui est la partie de l'investigation. Mais à la fin de la partie de l'investigation, il y a un comité d'investissement avec l'administration ou les administrations qui gèrent la politique publique. Et c'est à ce moment-là qu'il est décidé, oui ou non, de continuer le financement, de sortir le porte-monnaie. L'exemple d'Histologe tout à l'heure qui a commencé à Pau, évidemment, c'est Pau qui a financé dans un premier temps avec l'aide de la DINUM. Et puis, quand il a fallu montrer que ça a marché, quand on a pu montrer que ça a marché, c'est la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature et l'Agence nationale de la cohésion des territoires au national qui, après un comité d'investissement, ont décidé de soutenir et qui ont décidé de financer la poursuite et la généralisation du service. Voilà, ça commence. C'est vraiment une espèce de comité de financement interne, comme on fait une levée de fonds, je comprends. Ça, c'est la phase passage à l'échelle. Alors, je ne sais pas si Vicky et Gérard, sur ce sujet-là, comment ça s'est passé, en fait, ce moment-là, d'aller chercher les ronds, hein, si je puis dire, pour que ça continue, quoi. Alors, notre expérience est un peu différente, peut-être c'est pas la même échelle, mais et ma réponse sera peut-être en rupture, mais nous, on s'en est pas occupé. En fait, ce qu'on a dit aux entrepreneurs, c'est que c'était à eux de se débrouiller. Alors, évidemment, pas tout seul. Donc, en fait, on les a coachés. On les a coachés comme des fous, on les a préparés et ils ont eu je me rappelle notamment d'une réunion. Et cette réunion, je ne sais pas comment elle s'est passée, j'y étais pas. C'est eux qui sont allés chercher des ronds, comme tu dis. Ouais. Et tout ce que je sais, c'est qu'à la sortie, ils avaient leurs ronds. Donc, on les a préparés, on les a préparés, on a revu avec eux leur pitch, etc. Et tout ce que je sais, c'est qu'ils ont vu leur directeur et à la fin, ils avaient leurs sous et ils ont pu pérenniser leur produit qui, je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps, qui fonctionne tout le temps. En production. Donc, en production. Donc, voilà comment on a fait. Juste témoignage, c'est comme ça qu'on a fait. Après, est-ce que on aurait pu aller plus loin? C'est sûr que s'il y avait un dispositif, il y avait une sorte d'enveloppe, etc. Là, c'est différent. Là, on peut. C'est notre approche. C'est une autre approche. Il y a une approche aussi. On a quand même un peu une notion d'enveloppe puisque une partie, comme je disais tout à l'heure, une partie a été réalisée par le LIP, donc il y a bien sur le budget du LIP. Donc, mais j'ai toujours fonctionné en abondement. C'est-à-dire que, ok, je fais 50% du développement, mais il faut trouver des ronds pour les autres 50%. Ok, donc il y a gagnant. Voilà, donc il faut toujours faire participer. J'ai toujours fait ça. Et ça marche vachement mieux puisque ça implique les gens. Mais vraiment, pour la recherche de budget, pour le passage à l'échelle, c'était le grand bain. Mais le grand bain, mais toujours en aidant le nageur, pas en lui disant t'apprends à nager seul. Faut l'accompagner. Et toi, Vicky, alors, ce projet coach, qui s'appelait comme ça notamment? Oui, le projet coach, eh bien, ça va ressembler de près à ce que partageait Hicham, puisqu'en fait, très régulièrement, on a dû pitcher à différents temps de l'expérience devant un comité des engagements stratégiques. Donc, un jury qui est composé à la base de celui qui a commandé. Alors, qui est celui? C'est une direction générale ou c'est une direction métier? Mais tout un autre panel d'experts
qui ont un intérêt ou pas à suivre ce projet. Et donc, le pitcher pour aller chercher l'enveloppe supplémentaire, justement, pour poursuivre le développement des fonctionnalités et à un moment donné, passer ensuite de l'XP au projet. Mais en tout cas, voilà, des temps très, très cadencés pour vérifier l'avancement, vérifier qu'effectivement, on ne se trompe pas, qu'on a bien formaté le problème et que la solution y répond, et donc régulièrement mise à l'épreuve face à ce comité des engagements stratégiques. Alors, on questionne souvent et on laisse pas les gens tout seuls avancer. Il y a un accompagnement. Et ça m'amène à une question sous-jacente qui est le niveau d'investissement. Est-ce que cette méthode de faire confiance à des collaborateurs qui sont finalement, comme tu disais, amoureux du problème, ça c'est un peu ma phrase que je t'ai transmise, mais c'est-à-dire qu'ils sont experts du problème, il n'y a pas besoin de trop réinvestiguer, mais est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on gagne des sous? Est-ce qu'on a des économies d'échelle à faire comme ça, plutôt qu'à faire en mode traditionnel, instruire le projet dans le portfolio, enfin dans le portefeuille projet équipe classique? Pas quelle est votre vision là-dessus? Alors, je ne parle pas de ce qui va in fine à l'échelle totale, mais je parle des 2 premières étapes qui amènent à quelque chose de productif, une version bêta, on va dire. Pourquoi on laisse à l'agent public le faire, et pourquoi on ne va pas dire tiens, je prends ton projet, je le fais moi-même, quoi. Est-ce que ça coûte, alors je ne vais pas le dire moins cher, mais est-ce qu'on a un meilleur rendement, une meilleure rentabilité qui n'est pas forcément financière, mais sur d'autres indicateurs, par cette méthode-là? Qui dégaine en premier? Aïe. On voit des points d'interrogation au-dessus de vos têtes. Moi, je dirais que l'intérêt de maintenir la personne qui a eu l'idée et celle qui, quelque part, éprouve le problème, parce que le travail dans sa mission, c'est qu'on ira bien dans les coins. Parce que justement, lui, c'est son job, et donc il a bien identifié où est-ce qu'étaient les faiblesses, ou comment on pourrait aller encore plus loin, et peut-être davantage qu'une équipe un peu hors sol, à qui on aurait transmis effectivement un comment pourrions-nous, mais voilà, qui n'est pas praticien. Donc, aller dans les coins, je pense qu'on y va mieux quand c'est la personne qui pratique. Et puis après, en termes de gains de performance, il n'est pas forcément pécunier, bien sûr, surtout quand on est sur des missions de service public comme les nôtres. Mais il est fondamentalement, je reviens sur le RH et je rebondis sur ce que tu disais, Gérard. C'est extrêmement important, une fois qu'on a identifié ces intrapreneurs, et peut-être pas que ces apporteurs d'idées, mais ces intrapreneurs, on parle beaucoup de marques employeurs partout, y compris dans le service public, et c'est de les nourrir, en fait, parce que ces profils-là, dans intraprendre, il y a entreprendre. C'est fondamental, ça veut dire qu'effectivement, on est face à des individus qui se lèvent, qui relèvent les manches, et qui bossent le week-end, et qui bossent après le boulot, et qui bossent parce qu'ils sont convaincus et qu'ils aiment entreprendre leur mission. Et donc, il ne faut pas les perdre, ces individus. Ces fameux 6 ou 10% qu'il y a dans toutes les organisations, il faut les nourrir. Et c'est un outil très puissant pour cela. Donc finalement, le rendement ou la performance, elle est aussi de cette nature-là. Donc elle est sur le long terme, elle est sur comment on garde la motivation et comment, quelque part, on reconnaît. On parlait de reconnaissance. Ça, c'est une reconnaissance de dire, OK, toi, on a compris que tu avais envie d'en découdre, on t'offre cette opportunité. Je peux rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Un de nos slogans chez Betagouv, c'est qu'on recherche plutôt des innovateurs plutôt que des innovations. On recherche des innovateurs plutôt que des innovations. Et c'est assez fort chez nous, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas que des idées, on cherche aussi des personnes pour les porter. En fait, les idées, et c'est vrai dans le monde public comme c'est vrai dans le monde privé, elles sont, tout le monde peut en avoir. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, etc., etc. Mais par exemple, une plateforme de dématérialisation des démarches, il en existe 15 sur le marché, en fait. Celle qui aujourd'hui est en train de s'imposer, c'est démarches simplifiées. C'est aussi parce qu'on a un agent public très opiniâtre qui a su mettre en œuvre et exécuter
pour lever toutes les barrières au déploiement de cette solution. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'exécution, il n'y a pas que l'idée, quoi. Enfin, il y a aussi le sujet d'exécution qui est important. Et pour exécuter et passer à l'échelle, etc., il faut des gens qui sont extrêmement motivés pour porter à bout de bras des produits numériques qui transforment les choses, donc qui sont difficiles à imposer. Et surtout, Issam, parfois l'idée de départ n'est pas l'idée d'arrivée, en fait, ça twiste sans cesse. C'est vrai, donc, aussi. En fait, qui ne peut le faire que celui qui la développe et qui la twiste en permanence. Merci à tout le monde. Je crois qu'on est obligé de conclure. Donc, on ferme le petit débat. Il sera visible en replay. Oui, merci du coup à tous les participants en ligne. Évidemment, merci à nos 4 intervenants. Merci à toute l'équipe d'Etaline en back-office et à Grégory et Appelson. Évidemment, nous, on va prendre le meilleur de tout ce qui s'est dit. On va essayer de faire d'autres petites moulinettes et Etaline, voilà, comme je vous disais en tout début, on va lancer aussi notre incubateur. On va y aller pas à pas, on va pas faire une grosse campagne de com. On va s'appuyer bien sûr aussi sur nos innovateurs, nos ambassadeurs dans les départements, dans les directions régionales pour s'assurer que ce qui va remonter va être en prise avec à tout ce que vous disiez, avec les réalités du terrain, avec les problématiques des agents. Donc, on sera sûr à la fois de l'interne, des problématiques organisationnelles ou autres, et de l'externe, évidemment, pour des préfectures, des services publics comme les nôtres, ça va être aussi dans la relation à l'usager. Je pense que là, il y a des potentiels en termes de projets d'amélioration. Encore merci, et puis au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.